On y Parfait. va. We're in business. Salut Thomas. Je lance Instagram Live en même temps. Tu vas pouvoir aller me rejoindre sur Instagram Live. OK, wow, on est vraiment moderne, mon gars. C'est impressionnant. All right. Je suis en direct sur Instagram Live, puis on est sur Zoom. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cet autre apéro avec Thomas et Louis. Aujourd'hui, on fait des dégustations de Pinot Noir en rosé parce que, imaginez-vous que c'est la journée internationale du rosé. Salut Luc, salut tout le monde, merci de nous joindre. On va attendre Thomas de venir se joindre à nous dans les prochaines minutes. Thomas qui vient d'arriver. Donc, j'espère que tout ça va bien, tout le monde. Au Québec, il fait vraiment froid pour boire du rosé. Il doit faire 8-10 degrés. Qu'est-ce que ça a l'air à Niagara, Thomas? Ici, il fait 20, mais on n'est pas super chaud. Et Louis, si on veut commencer le meeting, là. La cloche, oh yes. Okay. Je pense que là, on a de l'écho parce qu'on est peut-être en même temps sur Zoom puis je l'ai coupé. Sur Instagram. Qu'est-ce que ça a l'air? Ça a l'air super bon, les deux, mais j'ai coupé le son de mon ordi pour le Zoom. Et, OK. Est-ce que tout le monde, vous nous entendez bien? On a fait des tests aujourd'hui. Luc, est-ce que tu nous entends bien, Luc? Est-ce que tu as de l'écho dans nos voix? Je pense que ça va être mieux comme ça. J'ai fermé le son aussi sur mon Zoom. Donc, bienvenue tout le monde. Merci de nous joindre. Aujourd'hui, c'est la journée du Pinot. La journée du rosé, pardon. Puis on a décidé de déguster quelques rosés issus de Pinot Noir, Thomas. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense que j'ai déjà ras-le-bol de rosé cette année. C'est pas vrai. Mais on en teste, man. Je vais retourner à Pinot Noir bientôt. C'est ça la thématique, anyway. C'est vrai. Pinot Noir à la fin de l'émission. C'est vrai. On va faire un peu de rosé, un peu de Pinot. Donc, on a la chance d'avoir des super rosés qu'on achète à chaque année, Thomas. Des rosés des vignobles qu'on connaît, du Niagara, élaborés à base de Pinot Noir. Donc, 3 grands vins, 3 grands terroirs, des amis, en fait, qu'on connaît bien. Eden Bench, Malivoire et Vignoble de Taos. Donc, je ne sais pas, toi, par lequel tu commencerais, là, lequel que tu serais goûté en premier, tu penses? C'est ma recherche. Je dois ajouter quelque chose pour les gens qui écoutent déjà. Il va y avoir d'autres, je suis sûr, plus tard, qui vont rater ça. Mais l'idée avec l'apéro de Louis et Thomas, ce n'est pas de critiquer les vins d'autres, mais c'est de comprendre les terroirs à la vinification de certaines vins dans le monde. Et c'est sûr qu'on est un peu plus cloche à la maison aujourd'hui parce qu'on travaille tous les deux à Niagara. Mais on essaie de comprendre le rosé de Pinot Noir, moi, depuis longtemps. Je sais pas quelle est la meilleure méthode de vinification. Mais je pense qu'il y a un style à Niagara. Et ce qui est, qu'on va parler de ça, c'est un peu rosé de Coton-en-Provence. Ouais. Et le style, malgré que le cépage soit Pinot Noir et pas Grenache. Ben, mais moi, j'aimerais bien commencer avec le Taos parce que ma fille Violette bosse chez Taos. Et là, pour être sûr, on ne vous fera pas de recommandations d'achat. Ce n'est pas le but. Vous pouvez avoir ça partout et on essaie de comprendre les vins et les terroirs. Et moi, j'ai fait du rosé de Pinot Noir chez Lemelson entre 1999 et 2003 et encore maintenant, bien sûr, chez Keylus. Même si c'est Kelly Mason qui est le capitaine du bateau à Keylus, je vous dis qu'on s'intéresse tous les deux, moi et Kelly, beaucoup au rosé. Et c'est un vin qui est archi difficile à faire. C'est déjà la couleur. Comment établir la couleur, Louis? Oui, exactement. De ce que j'ai vu, moi, à date, c'est que tu en perds en fermentation. Tu perds la couleur. Donc, si tu pars trop pâle, ben, tu vas finir avec quelque chose de blanc ou très, très, très pâle. Tu ne peux plus en ajouter. Puis de l'autre côté, si tu pars avec trop de couleur, ben, tu ne sais pas combien tu vas en perdre. Fait que
effectivement, je pense que c'est délicat. Ça demande de la pratique, mais tu peux pas manquer ta shot, parce qu'une fois que c'est parti, ben c'est parti. Tu sais, si tu as 5 000 litres, 10 000 litres, 15 000 litres, c'est des gros essais. Donc, j'ai regardé les fiches techniques des différents producteurs. OK, merci. Les vignobles, le Cherry Avenue, je pense que c'est la première année, à ma connaissance, qu'ils font un single vineyard, un rosé en single vineyard, avec un vignoble qu'on connaît bien, qui font un pinot noir qui est incroyable à chaque année. Donc, un single vineyard, ils font le rosé Cherry Avenue Vineyard. Donc, 2019, ils ont fait 2600 bouteilles. J'ai pas réussi à voir si c'était fermentation avec levure indigène, si c'était un rosé de saignée. D'après moi, c'est un rosé de pressurage direct, de ce que je peux constater. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas, de ce vin-là? Comment on pourrait le décrire? Mais j'espère que ma Violette nous écoute là et puis qu'elle nous dira. Mais je pense que ça sent la levure indigène, c'est-à-dire c'est très complexe. Et Oui. pour un 2019, les vins sont tous des 2019. Et je pense aussi que le pressage direct, ça veut dire que tu mets des grappes entières cueillies à la main dans le pressoir, comme un chardonnay, et tu presses, mais tu le laisses dans le pressoir jusqu'à ce que tu obtiens la couleur que tu cherches. Et puis après, tu en perds. C'est ça. C'est le loto. Si tu joues au loto 6,49 tout le temps. Et je trouve Exactement. que c'est élégant, hein, Louis? C'est pas mal. Ouais. C'est très bon, c'est très élégant. Puis, tu sais, effectivement, moi, je l'avais dégusté hier, la bouteille, j'avais ouverte. Puis, je te dirais qu'il se présente sous un jour meilleur aujourd'hui. Il a perdu un petit peu peut-être de son élan de jeunesse. Puis maintenant, on voit que c'est plus sérieux, c'est plus élégant. Moi, je l'aime beaucoup. Je suis content de le rebooter aujourd'hui, d'avoir dégusté hier. C'est vraiment super. C'est un très, très beau vin. Et moi, j'ai fait exactement comme toi. Des fois, ça aurait été intéressant que moi, je dégusterais la première fois la bouteille ouverte. Mais moi, je l'ai dégusté hier soir à l'aveugle. Oui. C'est Elliot et Mary qui m'ont présenté 4 vins. En fait, j'ai un autre que je vais te présenter à la fin. Et moi, j'ai lu un truc de Rusty Gaffner, ce qui est un Oui. docteur californien qui publie un truc gratos qui s'appelle Prince of Pinot. Et Prince il of dit Pinot. tout le temps, ouais, t'as vu, il crie en haut ce que j'ai, un joke, blague adolescente, If you drink no noir, you pee no noir. Tu peux pas uriner en pinot noir si tu le bois pas. If you drink no noir, you pee no noir. Anyway, Rusty, il parle de, Qu'est-ce qu'il disait par rapport au rosé? Si tu buvais du pinot noir rosé, de quelle couleur ça sort, il n'en parlait pas. Hein? ouais, ce qu'il a dit, c'est qu'il a fait une grosse dégustation et que le lendemain, il avait préféré les vins plus. Il y avait certaines qui étaient assez foncées ou concentrées qu'il aura pu les décompter. Alors, tu vois, moi, on va revenir au style de vinification, mais c'est sûr que tu peux avoir des rosés de toutes les couleurs et des fois, ça a l'air, ce qu'on appelle ça en anglais, hot pants. C'est des petites pantalons courtes qui sont rosés foncés des années 60 ou 70. C'est une image vivide pour moi. Et ça reste. Et puis, je veux dire, des fois, c'est trop. Certains Italiens j'aime beaucoup les rosés italiens, mais certains ont cette switch on, cette couleur électrique de rose ou rosé. Ouais. Mais moi, je pense que ce vin, c'est vraiment un vin de terroir. Et une des questions que je vais aborder à la fin des 3 vins de Niagara, c'est, toi, est-ce que c'est vraiment la meilleure utilisation de ces grands terroirs, de les faire vinifier en rosé? Bien, effectivement, c'est tout le temps la question qu'on se pose. Tu sais, quand on regarde, bonjour Marie-Hélène, merci d'être là. C'est la question qu'on se pose. Tu sais, quand on regarde, par exemple, un Marsanais rosé ou un Bourgogne rosé, on se dit probablement qu'un Marsanais rouge pourrait être vendu comme un vin de Pinot beaucoup plus cher qu'un vin de rosé. Pourquoi qu'on fait du rosé avec des grands terroirs? Effectivement, c'est une question qui est importante à soulever parce qu'il y a tout le temps un volet économique quand on fait du vin. Est-ce qu'on pourrait faire
un pinot avec plus de consistance d'élevage ou un peu plus sérieux qu'on pourrait vendre, exemple, un prix, n'importe quel prix, 30 ou faire un rosé qui va être à 20 ou 25 il y a une question de prix, il y a une question économique, il y a une question d'utilisation des terroirs. Donc, ça nous amène à parler du deuxième vin, qui est un super terroir. J'ai eu la chance de visiter, tu vas avec le Eden Bench. Donc, Oui. Eden Bench, un grand terroir Locust Lane, en fait, un super vignoble. Donc, on peut se poser la question pourquoi qu'ils décident de faire du pinot en rosé avec un grand terroir comme celui-là. Ici, je soupçonne, c'est la même affaire, c'est fait de la même style, mais c'est totalement différent. Il y a une richesse ici où je soupçonne qu'il y a eu un passage en barrique. Une richesse pas due au goût de chêne, mais au passage dans l'oxygène. Et c'est justement ce style que je songe encore faire. Je l'ai fait chez Lamolson. C'est pas dans le but de faire un vin boisé ou même vanillé de tout. Il faut utiliser des fûts hyper neutres. C'est l'idée de quelque chose de différent. Et c'est cette question que je pose. J'adore les trois rosés ici faits en style Côte de Provence. Quand je dis Côte de Provence, je veux dire, des fois, quand je ferme mes yeux avec un Côte de Provence qui vient de sortir, je peux dire, est-ce que je bois un vin blanc? Et ça, j'aime pas. J'aime toujours savoir en bouche et au nez que c'est quand même issu des raisins rouges. Ça, c'est mon dada. C'est peut-être pas le dada de tout le monde, mais... non, je suis d'accord avec toi. Effectivement, ça fait penser à ça. C'est très délicat, c'est très léger. Ça peut se rapprocher d'un style Côte de Provence. Mais pour ton information, Thomas, j'ai eu la chance de regarder la fiche technique. Il faut leur lever notre chapeau à Harold Teal. Ils sont tellement précis, tellement professionnels que leur site web, les fiches techniques sont à jour. Puis, ils ne cachent pas comment il a fait cette cuvée-là 2019. Donc, Thomas, c'est un vin élaboré avec la technique du pressurage direct, peut-être à 90 mais il y a un 10 de mou qui provient d'une saignée, d'une cuve de pinot noir. Donc, on voit, ça apporte un peu plus peut-être de volume, de richesse, de concentration. Puis, effectivement, tu as raison, Thomas, c'est un vin qui est fermenté et élevé en fût neutre pendant 5 mois. Donc, tu as vu juste, en fait, levure indigène, fût neutre, un petit peu de rosé de saignée dans l'assemblage. Donc, moi, je pense qu'en regardant ça puis en goûtant ce vin-là, je pense qu'on est pas mal proche de la technique vraiment intéressante ou à privilégier pour faire du rosé dans le Niagara. En tout cas, moi, je pense que c'est vraiment intéressant comme façon de procéder. C'est que j'ai un peu peur de le faire comme ça, qu'on me dit, ah, encore Bachelard, tout doit être en fût, il aime ses estis de fût. Mais moi, la deuxième journée sur tous ces vins-là, ce que j'aime, c'est que tous ces producteurs ont réussi. Je les achète tous chaque année parce que c'est parmi les meilleurs de Niagara. Je peux citer beaucoup de plus. Hein. On en fait du pinot noir rosé ici. On peut penser à beaucoup Kélus, Paul Morissette et plein d'autres. Mais Westcott et puis beaucoup Flat Rock. Et est-ce que Back 10 en fait et Featherstone, j'oublie. Mais en tout cas, je pense que un vin qui est très jeune, en anglais on dit, il est levurien, yeasty ou estery, les esters. Et ça, j'aime pas sentir. J'aime sentir un nez vineux. Et ce que j'ai appris, Louis, aujourd'hui, maintenant, j'apprends que ces vins bu un peu plus chauds, grâce au Prince of Pinot, je l'ai fait. Je les ai retirés du frigo hâtivement. Et la deuxième chose, c'est qu'une partie de cette côté levurien est partie. Et c'est des 2019. C'est les 2019 qui sont déjà sur la tablette. Fait que c'est vineux. C'est vineux, c'est probablement des vins qui ont été embouteillés quelque part en février, quelque chose de même. Février, mars au plus tard. Donc, c'est jeune, mais ça préserve aussi ces arômes-là de jeunesse, donc des arômes
de fruits primaires qui sont vraiment intéressants. Moi, je suis vraiment impressionné par la qualité des trois vins. Je pense qu'on peut rivaliser en fait de qualité avec n'importe quel rosé international. C'est vraiment la qualité est au rendez-vous. Un que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup, c'est la cuvée de Malivoire, un vignoble que j'ai eu la chance de visiter avec toi cet été. Moira, le vignoble de Moira, qui est c'est sur Bingsville, c'est ça? Bingsville Bench. Thomas est parti. Donc, Thomas a tout accroché son téléphone en passant. Bonjour Zoom, on est coupé avec le vidéo. Ça marche-tu? Donc, un vignoble Instagram. Mais Zoom reste Moira fiable. Vineyard de Bigsville Bench. Hey, salut Thomas qui revient parmi nous. Donc, je viens de dire à Zoom, sur l'autre truc, que Zoom a resté fiable. Mais Instagram nous a joué un tour. Ah, tu vois, il y a de la compétition entre les deux. Donc, on salue Michel Beauchamp qui vient de se joindre à nous quelques minutes. On le salue. Salut Mike. On a parlé de toi hier soir avec Marc Andouzi. On t'a même laissé un petit peu de viande là, pour ton souper à soir. Donc, on a parlé de lui ce matin. On a eu tout un barbecue chez Marco hier. C'était vraiment drôle. Donc, en visitant des vignobles, en faisant des échantillons avec toi cet été, tu m'as amené dans ce vignoble-là qui est magnifique, qui sont des vieilles vignes, qui est un vignoble qu'on peut juste à l'œil voir que c'est un grand terroir, qu'on peut produire des grands pinots noirs avec ce terroir-là, avec ce vignoble-là. Puis, Malivoire font un rosé. Donc, un rosé, je n'ai pas pu avoir d'informations techniques par rapport à ce rosé-là, mais on peut soupçonner que c'est élaboré avec levure indigène. Celui-là en cuve de stainless steel. Ça donne quelque chose de vraiment très rafraîchissant. Celui-là, on l'achète aussi à chaque année. C'est un super rosé. Et donc, Moira, c'est la femme de Martin Malivoire. Martin Malivoire, un producteur de films canadien, entre autres, A Christmas Story, faisait des effets spéciaux pour les films, je voulais dire. Ouais. À l'époque, avant que l'ordi faisait beaucoup plus, ça fait de vrai, c'est dans le génie, lui. C'est son métier. Et Moira est le plus grand vignoble, était le plus grand vignoble pour Chardonnay et Pinot Noir. Il y avait même une partie plantée en bourguignonne, en étroite, en petit vent, 10 000 plantes par hectare, mais c'est plus là. Mais cette question revient, utiliser les grands terroirs pour rosé. Je comprends pourquoi, parce que si vous avez un terroir qui est propice des fois aux rats ou aux pourris, ben, des fois, c'est mieux. Le rosé, vous allez le couper un peu plus tôt et vous allez être sain et sauf sur certaines années. D'autres années, tu pourrais faire du vin rouge. C'est la même problématique quand on veut faire du mousseux. On peut faire une année mousseux, une année plus frais, une autre année, tu vois, on pourrait faire du vin rouge. Mais Moira, c'est un grand terroir et c'est vraiment bien. Le Estate Vineyard de Malivoire, c'est partagé avec Cave Springs Vineyard. Pas partagé, mais c'est contigu. Donc, sur ce bench-là, c'est les meilleures parties du bench, tu vois. Tu commences avec la bench de Henry Callum dans l'Est et puis tu passes par le Clos Jordan et la partie du Clos Jordan qui était au Clos Jordan, la petite commune qui est maintenant Kélus, Neudorf qui fait aussi la farm. Oui. Mais si tu penses à 3 ou 4 vignobles qui ont l'air le même, c'est le Clos Jordan et le Grand Clos. Oui. Mason Vineyard de Kelly Mason, sa vigne personnelle. Et on peut penser à Cherry Vineyard de Mauritas et on peut penser à Wismer Park et Foxcroft. C'est tous dans le même niveau. Et bien sûr, rendu chez Malivoire, Moira, et puis Rosamel de Harold Teal, Eden Bench, et bien sûr, ce qu'on parlait là, c'est l'Estate Vineyard de Malivoire plus le Cave Springs Vineyard. Plus tard, c'est Harold Locust Lane et Saunders, 30 Bench. C'est tout un strip de grands crus, mon gars. C'est incroyable.
c'est pas parce qu'on est au Canada, il faut pas parler comme ils sont des grands crus. C'est sûr et certain que dans la côte de nuit, dans les grands crus, je pense qu'il n'y aura jamais de rosé, sauf si par accident, ou de saignée. Donc, Oui, ça m'a fait de la peine de voir ça, mais c'est des estis de grands vins en rosé aussi. oui, c'est sûr. Mais peut-être qu'ils font une batch de rosé de saignée, puis ils gardent ce rosé-là pour les employés, pour le winemaker, pour avoir quelque chose à boire pendant l'hiver. C'est quoi qu'on avait parlé, là? Il me semble, le Claude Delambré qui fait un rosé, hein, aussi, à un moment donné. Oui, on a bu ça ensemble. Oui, exact, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas n'importe quoi. Donc, c'est effectivement probablement une saignée de Claude Delambré ou d'un des... je pense que c'est quoi? C'est un Nuit Saint-Georges aussi qui produisent. Probablement, c'est la saignée de cette cuvée-là qu'ils vont utiliser pour faire leur rosé, qui donne un vin qui est absolument magnifique. Non, mais écoute, si c'est... bah oui, mais si c'est Claude Lambré sur l'étiquette, ça doit être du grand cru Claude Lambré à Moret. Ouais. Check, tu as pas ça, mon gars. Ça, c'est leur deuxième rosé. Et il faut le checker, c'est 2 $ moins cher. C'est fait de la même façon, mais c'est aussi sec. Tous ces vins ont moins de 2 grammes de sucre. Hein? Et à la SAC LL Studio, il faut bien regarder les shelf talkers, les petites étiquettes en dessous des bouteilles où c'est écrit sur la tablette combien de taux en sucre, grammes par litre. C'est souvent 20 ou 12. Mais tous ces vins, 2 grammes de sucre. Oui. Ou moins. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on recherche. Par contre, peut-être les gens qui commencent à s'intéresser au vin, qui commencent à boire du vin, qui s'intéressent au rosé, eux, ça se peut qu'ils aient besoin de prendre une petite dose de sucre là, pour calmer l'acidité, que ce ne soit pas trop tranchant. C'est une façon de commencer. Il y a notre chum Luc Robert qui est fidèle au rendez-vous, qui nous pose une question, Thomas, pour toi, plus. Est-ce que tu connais un domaine ou une maison à Niagara, en Ontario, qui va produire un rosé de type saignée à 100% comme un Tavel, par exemple? Oui, je pense que c'est Bachelder en 2020. Bachelder 2020, là, ça s'en vient, tu te mets de la pression. Là, tu vas faire un style de rosé comme ça. Ma vision est 2020 avec mes lunettes. En journée seulement. Ah ouais. Le soir, ça monte. Le soir, c'est plus difficile. Mais ouais, fait que tu vois, Luc, tu vas être le premier peut-être à déguster le Bachelder Rosé 2020. Écoute, des styles de rosé vraiment de saignée de type Tavel, moi, j'en connais pas vraiment à Niagara ou en Ontario. Ce serait peut-être une piste à explorer, tu sais, effectivement. Et puis, j'aimerais bien que tu choisis un de ces rosés. Ils sont tous aussi bons et on les déguste contre un Tavel et on déguste aussi contre un Marsanais rosé. Parce que j'aime beaucoup l'idée de Marsanais rosé. J'ai goûté ça pour la première fois à l'école en 92-93 au CPPA de Baude. Le Saint-Vincent tournante, où on célèbre le Saint-Vincent qui protège les vignes, était à Marsanais cette année. Et les gens de Bourgogne, tu sais, ils mettent des fleurs en papier dans toutes les arbres. Et c'est encore l'hiver. Et c'est le 16 février, un truc comme ça, le Saint-Vincent, c'est le jour de fête de Saint-Vincent. Et j'ai bu pas mal de rosé cette journée-là. Je me suis dit, pourquoi? Et maintenant, Marsanais a tendance à faire, c'est juste au sud de Dijon. C'est le premier village qui fait du vin rouge bien, qui va avoir un premier cru un jour, je pense, ou 2 premiers crus. Et j'ai bossé à Marsanais, mais juste avec des raisins, avec Chardonnay. Et j'ai jamais fait du Marsanais rouge. Des fois, c'est trop poussé. Les gens extraient, parce que c'est pas loin de Gevrey-Chambertin et Fissin, Brochon. Mais les rosés foncés comme ça me fait questionner. Regarde, on parle de style bien trop. Moi, ce que je veux dire, c'est que dans le style que tu essaies de faire de rosé, est-ce que tu laisses passer le terroir? C'est ça mon truc. Est-ce que il y avait 2 de ces vins-là qui étaient Beamsville Bench
Et l'un, le Harold Seal, était 20 Mile Bench, donc Vineland. Et le vivant, il y a un peu plus de corps. Le vivant, il y a un peu plus de corps que le Moira, mais c'est fait dans le même style et c'est Beamsville Bench. Ça, c'est encore Beamsville Bench. Donc, c'est peut-être en partie de Motière Vineyard. C'est pour ça que c'est bon. Ah, on va demander à Shiraz. Shiraz, c'est un des plus grands de Vince. Anyway, sur les 3 domaines, Paul Pender, Harold Teal et Jay Johnson à Hidden Bench et Shiraz et son équipe avec Dan Stuck et tout le monde. Je veux dire, c'est 3 grands domaines de Niagara. Et c'est le fait qu'on est Canadiens qui ne sont pas des superstars. Hein? En Bourgogne, ils seront des superstars. En Californie, en Oregon, des superstars. Mais si c'est « Oh, j'aime aller voir, j'aime parler de toi, j'aime Hidden Bench », mais ça mérite beaucoup plus. Et je vais vous citer un truc, si je peux, avant de passer au rouge. Mais alors, dans un premier temps, quand je parle de Chardonnay, j'aimerais qu'on reparle de Chardonnay au moins en vue cet été, Louis. Mais quand je parle de Chardonnay, je dis c'est un vin blanc qui a le corps d'un vin rouge. Et il ne faut pas le boire trop chaud. Et tu sais ce que dès maintenant, je passe à une étape dans ma tête où je vais boire mes rosés plus chauds. Je ne vais plus les boire gelés comme un Sauvignon blanc ou un Grigio. Mais Clive Coates, c'est un des grands de cette planète qui a écrit les premiers livres avec toutes les crus sur Bourgogne. Et là, il parle de Marsanne et dans le rosé, il dit c'est très bon Marsanne rosé quand il n'y a pas de rendement excessif. C'est très commercial, avec un fruit confit et même un peu sucré si tu achètes au mauvais domaine. Mais des fois, il y a beaucoup de corps, beaucoup de races avec un fruit qui est vraiment délicat et élégant. Et il parle de Huguenot, père et fils, Régis Bouvier et bien sûr Bruno Clair. Mais il a dit, Rosé de Marsanne, il souffre parce qu'il n'est pas sérieux. Mais est-ce qu'on a besoin d'être sérieux tout le temps? Alors, je traduis bien sûr. Il a dit, il est aussi sérieux que le rouge et le blanc de Marsanne et il devrait être plus populaire. Et il a dit, tu ne le bois pas pour oublier des choses, tu ne le bois pas en glouglou, c'est aussi sérieux que le rouge et blanc de Marsanne. Bon, il descend le rouge et blanc de Marsanne en se disant, moi j'aime beaucoup le rouge et blanc, je pense, c'est à découvrir. Ceci étant dit, moi je vais boire mes rosés plus chauds, plus warm, pas chaud, pour essayer de voir le terroir là. Mais je ne suis pas convaincu qu'il faut utiliser les barriques, même vieux, mais je vais faire ça. Mais je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu qu'il faut presser avec des grappes entières et laisser ça dans le pressoir pour 48 heures. Je pense que tu peux utiliser le vin de saignée. Les gens sont contre les vins de saignée parce qu'ils disent, là, mon gars, c'est un sous-produit de ton vouloir de faire un grand vin rouge, donc tu consentes ton grand rouge parce que tu enlèves 5 de mou. Oui, mais tu l'enlèves au moment où la couleur est vraiment bonne, tu sais. Et je pense que il ne faut pas être borné, il faut continuer de se questionner. Et j'aime beaucoup notre style à Niagara. Je pense qu'on a un style de rosé Côte-de-Provence où c'est très léger, très minéral, mais il faut le boire plus chaud pour voir le terroir. Mais à Vancouver Island, ils font peut-être autre chose. Peut-être, hein? Je ne sais pas. On a-tu entendu parler d'un vignoble de Vancouver Island cette semaine, Thomas? C'est sûr. Et là, il y a quelqu'un qui a bossé, un Australien qui a bossé chez Paul Morissette, qui a bossé aussi chez plein de places en Californie et un peu partout dans l'hémisphère du Sud, mais qui est un maniaque de Pinot Noir. Explique, ça c'est Averill Creek. Moi, j'avais déjà collectionné Averill Creek avant que Brent y va. Alors, parle-moi de lui. Écoute, ben c'est ça, c'est un
un passionné de Bourgogne, de Pinot Noir, de Chardonnay, de terroir, effectivement, australien, qui a roulé sa bosse, Australie, Bourgogne, il a travaillé dans des grands domaines en Bourgogne, puis il a travaillé chez les plus grands producteurs de Pinot Noir sur la côte ouest américaine. Puis nous, on a eu la chance de le rencontrer, Thomas, je pense que c'était 2015, 2016, 2017, quand il travaillait chez François Morissette. Première fois que j'arrive là, François lui dit en français, lui, il ne comprenait pas un mot de français. Mais là, il lui dit, quand tu vois ce gars-là arriver, tu lui dis, mange de la marde, mon tabarnak. Fait que là, moi, j'arrive, il m'accueille, il dit, mange de la marde, mon tabarnak. Puis il s'en va dedans. Fait que là, je dis, hey, c'est quoi ce gars-là, tu sais? Puis là, après ça, il sort et dit, hey, écoute, je sais même pas ce que je viens de te dire, tu sais, en anglais. Puis là, on a commencé à parler. Puis, c'est un gars qui est très généreux, un gars c'est un technicien. C'est vraiment des gars qui travaillent de façon très précise. Puis, il a eu la chance, cette opportunité-là, de se joindre au domaine April Creek. Je pense que ça fait 2 ans de ça. Puis, en fait, c'est la première fois que j'ai la chance de goûter ses vins. Donc, il a fait une série de vins qui s'appelle Joue comme dans Je joue. Donc, je veux avoir du fun, je veux jouer, je veux faire des vins faciles à boire, des vins de fun. Puis c'est sa gamme de produits de vins qui viennent de lancer cette semaine, en fait, il y a 2 semaines. Wow! Donc, on va le goûter. C'est un assemblage, je pense, avec du Pinot Noir, du Maréchal Foch, puis un autre cépage, hein, Thomas? Oui, et je voulais signaler aussi que sur le site web de April Creek, déjà, pour Vancouver Island, il faut que vous lisiez un peu, si vous nous écoutez, sur le Cowichan Valley. Le Cowichan Valley, c'est ce qui est le plus tempéré au Canada. Il y a juste Nouvelle-Écosse qui est comme ça, où ils n'ont pas d'hiver, ils n'ont pas un été très fort. Ils ont du mal à faire des tomates, tu sais. Et tandis qu'au Québec, tu peux faire des tomates facilement dans ton jardin, dans un truc de terre cuite, tu peux faire des tomates au Québec. Parce que Québec est beaucoup plus chaud, le sud du Québec, l'été, que Vancouver Island. C'est vrai. Il y a un beau terroir qui est formé avec les montagnes et les roches sédimentaires et tout. Et alors, qu'est-ce que tu en penses, Louis? Bien, moi, je pense que c'est vraiment explosif. C'est une bombe de fruits. Il y a un caractère quand même assez épicé, assez floral. On perçoit vraiment comme une dimension de fleurs séchées, un genre de pot pourri, tu sais. Je trouve ça vraiment intéressant. On dirait que ça fait un peu un style aussi, peut-être vin orange. Donc, il y a probablement eu une partie de cette cuvée-là qui a fait un élevage sur peau, un élevage style oxydatif ou une fermentation un peu oxydative avec les peaux. C'est l'impression que ça me donne. Mais c'est très généreux, c'est très fruité, ça se boit bien, un bel équilibre. Tu sais que c'est sûr qu'on voit l'héritage de Pearl Morissette là-dedans. C'est sûr que comme Pearl Morissette, tu ne peux pas facilement dire vin nature. Tu peux dire que c'est des vins qui sont élaborés avec peu de soufre. Oui. En bouteille pas mal jeune, il y a beaucoup de gaz là, mais c'est bon. Il y a beaucoup de travail en cuverie. Ça reste droit. C'est un vin qui est droit. Il n'y a pas de faute dans ce vin. Hein? Et ce que j'adore le plus, c'est un vin qui sent le pinot noir. C'est vraiment bien travaillé côté hybride. Alors, super. Chapeau, quoi. Donc, oui, absolument. Donc, il y a des façons de travailler Puis c'est ça qu'avec Brent et François, on a été influencés par ces gens-là à force d'aller les visiter puis de comprendre comment ils travaillaient. En fait, techniquement, c'est de faire des vins en les préservant le plus possible le froid, en les protégeant avec le froid, puis avec le gaz carbonique, effectivement. Donc, les malots, étirer ça, les malots, pour, dès que les malots sont terminés, mettre en bouteille avec un bon zeste, un bon niveau, un bon taux de gaz carbonique dans le vin pour le préserver. Donc, c'est la meilleure façon, moi, je pense, de préserver, de conserver les vins. Si tu ne veux pas utiliser beaucoup de sulfite, si tu n'utilises pas, c'est de préserver le gaz comme ça. Donc,
c'est un vin qui a pas, moi, que je perçois pas de brett ou de volatile ou de déviance. C'est vraiment clean, c'est du fruit. Ça doit être le maréchal Foch qui amène cette dimension-là, tu sais, un peu épicé, genre que j'aime beaucoup, tu sais. C'est vraiment intéressant comme assemblage. Mais tu l'as acheté de l'argent crushable, je pense. Et tu me l'as dit parce que tu me l'as offert. Et c'est vraiment bien. Et c'est sûr que c'est crushable. Tu peux boire beaucoup de ce vin-là. Ah bah oui. Et, mais c'est sûr que c'est un autre type de rosé. C'est pas le type de rosé que tu bois comme je viens de dire pour les autres rosés qui sont de ce style-là, de cette couleur-là, tu as envie de les boire un peu plus froid sur un poisson ou sur les canapés, mais moi, je viens de dire que je vais boire ça plus chaud, plus warm, mais c'est sûr que ce vin, il ne mérite pas d'être refroidi trop, parce que si on le refroidit, on ne va rien goûter. Il y a beaucoup de corps, ce vin-là, tu sais. Il y a beaucoup de corps, puis en fait, c'est ça. De ce que je comprends, c'est que c'est comme 2 ou 3 cuves de fermentation qu'il a assemblées. Puis il y en a une de ces 3-là qui a utilisé comme une technique de vinification de vin rouge. Donc, il y en a une des 3 qui a gardé plus de peau puis qui a fait un petit peu de pigeage, de remontage. Puis 2 autres il y en a une qui a fait un rosé de pressurage direct. Donc, c'est un assemblage de 3-4 cuves, tu sais. Puis ce que j'aime, c'est que c'est vraiment harmonieux, c'est fruité, c'est généreux. Franchement, c'est un vin à découvrir, un vin que je pourrais facilement recommander à tout le monde. Donc, tu as une carte, Thomas? Oui, ça, c'est le Cowichan Valley. C'est en face des États-Unis et le Canada. Et tu vois qu'en haut à gauche, pour moi, tu as Averill Creek. Ben, c'est la place la plus chaude sur Vancouver Island. Mais il n'y a pas beaucoup de pluie. Il y a moins de pluie là, en face de Vancouver, la ville. Il y a beaucoup moins de pluie là qu'à Vancouver. Et d'ailleurs, il y avait longtemps à la Saanich Peninsula, la péninsule Saanich, une station œnologique de viticulture où tous les cépages qui venaient d'ailleurs, il fallait qu'ils passent internés à un moment, comme le coronavirus, interné pour 15 ans pour être sûr qu'il n'y avait pas de virus, pour que ça serait bon pour le Canada. Et un des leaders là en terroir, c'est un des premiers, Venturi Sulz. Bien sûr, il y a aussi Cherry Point, il y a aussi Blue Grouse qui sont là depuis longtemps. Enrico et moi, je connais bien Zagnata. C'est à découvrir. Et Anthony Gismondi, le grand écrivain, il est grand en tous les sens, il est grand de BC, Gismondi qui écrit parfois sur l'Ontario. Il est obligé, il a écrit dans l'article d'avril, donc check le blog d'Anthony Gismondi, il est obligé d'aller plus souvent à Vancouver Island parce que les choses se font en pinot noir là. Beau terroir, un peu de calcaire, pas autant qu'ici. C'est plutôt les trucs marines, les roches sédimentaires, mais ça fait des vins qui ont beaucoup de pop et de peps. Et ça me donne envie de goûter un vin, un pinot noir de chez eux. Bon, ça y est, on t'a starté sur le pinot noir aujourd'hui. Donc, franchement, une belle découverte. Averill Creek, la série Joue. Si vous avez la chance de trouver ça, c'est des vins qui sont abordables en plus, qui sont pas chers et qui sont vraiment représentatifs d'un terroir qui est vraiment intéressant, un terroir de climat frais que je connaissais pas vraiment beaucoup, honnêtement, Thomas. Effectivement, on a la chance d'avoir un de ces pinots noirs aussi qu'on va pouvoir déguster ensemble. Donc, on fait 4 rosés. On se transporte vers sa cuvée de pinot noir que j'ai vraiment hâte de déguster. Donc, Averill Creek Vineyard, pinot noir 2018 VQA. Donc, de ce que je comprends de Brent, quand il est arrivé chez François Morissette, le premier pinot noir qu'il a fait, c'était un 2015 avec des jeunes vignes qui avaient 3 feuilles. Donc, la première vendange, il travaille, lui, ses pinots noirs en grappe entière. Donc, fermentation en grappe entière. Il travaille vraiment tout le temps comme ça, ses pinots. Celui-là, c'est comme ça qu'il le fait.
Puis, il a fait un élevage plus de type à la bourguignonne, donc un an ou peut-être 11-12 mois en fût de chêne neutre sur celui-là. Donc, on va avoir la chance de déguster. Oui, et au moins sur le site web, il y a quelque chose où je dois te contredire parce que Brent, il a bossé partout, mais pas en Bourgogne. C'est François qui a beaucoup bossé en Bourgogne. Ah, il n'y a pas travaillé en Bourgogne. Oui, et puis, c'est ce qu'il nous dit, c'est que lui, il ne voulait pas avoir trop d'idées reçues de Bourgogne, quoi qu'il adore la Bourgogne, mais je pense aussi que c'est un style assez bourguignon, que tu vois, le nouveau monde se questionne, se questionne, se questionne. Et c'est bon de faire les vendanges un peu partout, mais quand tu vas en Bourgogne aussi, si tu es du Nouveau Monde, si tu es du Nord-Amérique en spécifique ou l'hémisphère du Sud, tu apprends parce que tu n'es pas bourguignon. Ils te font savoir en Bourgogne que tu n'es pas bourguignon, que tu es le Canadien ou le Québécois. Et là, tu apprends beaucoup parce que tu dois essayer de comprendre la Bourgogne en pensant revenir à tes terres chez toi. Fait que tu vois la Bourgogne autrement si tu viens d'ailleurs. Et c'est un petit point que je voulais faire. Écoute, ouais, moi, quand toi, tu es un technicien, un spécialiste du Pinot Noir, Thomas. Comment tu pourrais le décrire, ce vin-là? Qu'est-ce que tu en penses? mais moi, je dirais que, tu vois, là, je vois moins le côté vin nature. En tout cas, moi, j'aime pas être défini par les styles. Donc, eux, ils ne devront pas non plus. On veut être défini par nos terroirs, je pense. Ah, vous avez bien sorti le terroir là, tu vois. Le terroir, le vin est transparent quant au terroir. Et je pense que ce vin-là, je vois bien la minéralité. C'est comme quand on avait encore le droit de voyager, j'étais en Alto Adige, finalement, sur le Tyrol, l'été dernier, et j'ai dégusté les pinots noirs, entre autres, pour savoir si leur terroir dolomitique se ressemblait au terroir dolomitique calcaire de Niagara. Ouais. Ouais. Tandis que Prince Edward County, c'est calcaire. On adore Prince Edward County, c'est sûr que leur calcaire est plus proche à la Bourgogne et le nôtre à Niagara, c'est plus proche au Dolomite. Mais je check la minéralité au final du vin et je suis pas capable de voir le lien entre Niagara et Alto Adige parce que le fruit, la présentation de fruit est tellement différente. C'est beaucoup plus linéaire dans l'Alto Adige, vieux monde, quoi, presque jurassien, mettons. Mais ça, je vois Oui. beaucoup de fruits, beaucoup de grappes entières, beaucoup de stuff. Et même s'il a fait de la même façon que le rosé ou pas, j'ignore. Je vous dis que ça, c'est un vin qui sent plus le style Christum d'Oregon. Beaucoup de grappes entières, beaucoup de stuff. C'est gros, mais élégant. Et le fait que c'est pas trop poussé, si c'est trop poussé, tu ne gustes rien au final, souvent. Mais là, je déguste beaucoup de minéralité en finale et j'essaie de voir est-ce qu'il y a du calcaire, est-ce que c'est roche sédimentaire, est-ce qu'il est volcanique ou quoi? Qu'est-ce que tu penses? Ben moi, tu sais, effectivement, vraiment un caractère vraiment intéressant qui fait effectivement West Coast, qui me fait penser à style de Pinot peut-être Californie ou Oregon, mais avec beaucoup moins de chaleur, beaucoup moins de fruits cuits, mais tu sens cette générosité-là. Au niveau des notes minérales, moi, je trouve qu'on a vraiment un côté, tu sais, terreux, un côté betterave, cette dimension-là, un petit peu de légumes, racines, qui est vraiment intéressante, moi, qui me convient vraiment bien, qui ajoute cette note-là, ces notes-là aussi un petit peu épicées. Donc, c'est un vin qui est très, très généreux, beaucoup de stock, hein, tu sais, beaucoup de stock. Puis ce qui le sauve, ce vin-là, c'est que ça demeure frais, élégant, pas trop poussé, comme tu dis, tu sais. Puis, étonnamment, tu sais, je consulte la fiche technique pendant que je te parle, Thomas, tu sais, puis il y a peut-être il dit qu'il a utilisé quelques barriques nouvelles, donc 30 de fût neuf. C'est ce qui est surprenant pour leur son style. Pas ça. Mais ça y a donné une belle, un beau,
ça met bien le terroir en relief. C'est ça que j'aime, tu sais. Et je pense que le grand vin du domaine, ça doit être un single vineyard dont j'oublie le nom. Mais Oui, donc, on a affaire à un vin de village ici, très bon pour un vin de village. Comme j'ai dit, avant que Brent arrive, j'avais déjà collectionné d'autres vins d'Apple Creek. Donc, c'est un beau domaine. C'est pas le seul à, à Duncan ou Cowichan Valley que je vous remonte ici. C'est à visiter dès qu'on est capable de visiter d'autres provinces de notre pays, on va le faire. hey, ce serait mon rêve d'aller chez Brent. Il m'a invité déjà. Brent aime ça cuisiner. On s'échange des fois des recettes. Puis, hey, mon gars, tu devrais voir les saumons. Il mange du saumon quasiment à chaque jour. Il a accès, évidemment, hein, sur l'île de Vancouver, à des pêcheurs qui vont pêcher à chaque jour des saumons. Il va acheter son saumon. Et puis, il achète ça. Et c'est moins cher que du steak haché là-bas. C'est incroyable la richesse, l'abondance de cette île-là. Donc, il faudrait qu'on aille faire un petit stage de formation chez Averill Creek, une petite dégustation avec lui. Quand on va pouvoir le faire, je rêve d'aller visiter cet endroit-là. Ça a l'air magnifique. On voit des photos l'été, on voit des photos l'hiver. Là, l'hiver, il fait du snowboard sur le vignoble. Il y a comme une côte, c'est de la neige. Puis après ça, tu arrives sur le bord de la mer, puis bon, tu peux pas te baigner, mais c'est presque l'été. Il y a vraiment des microclimats là-bas qui sont vraiment intéressants. C'est sûr que, moi, toi, quand je suis revenu de l'école en Bourgogne, j'ai étudié le Québec. Je voulais faire du Pinot Noir. Bien sûr, je voulais rester chez nous au Québec. J'ai bien regardé the Hudson River Valley et Finger Lakes, Niagara et Vancouver Island, Okanagan. Mais je vous dis que je suis retourné en Bourgogne et je suis retourné en Oregon 2 fois chaque. Et finalement, je bosse au Canada au Cause de Claude Jordan en demi-toit. Mais Oui, donc, c'est les tours que la vie. Ah, Prince Edward County, c'est ça que je fais. J'avais checké Prince Edward County. Bien avant les stars d'aujourd'hui, il y en avait un ou deux vignobles avec. Faites que garde. Ce que je veux dire sur ce vin et ne pas oublier, c'est que, et moi je ne suis pas l'expert, moi je suis comme vous, un conservateur qui fait son réaction. Moi je trouve que c'est un vin de côte ouest, oui, où je vois ce terroir un peu. Est-ce que j'aurais pensé que c'est Oregon? Non, trop délicat. Californie, sûrement non. Euh, Si ça doit être l'Okanagan, ça peut être que Naramatapetch ou plus nord vers Sterling Vineyard. oui. Aussi, le style de vinification compte pour beaucoup. Alors, c'est une vinification un peu massif sur un terroir qui est très délicat. Donc, ça marche super bien. Ça marche super bien. Et je pense que au lieu de... Je donne beaucoup de mes bouteilles ouvertes aux amis et aux voisins. Je pense là, je vais le laisser sur le comptoir 2, 3 jours et voir l'évolution. Je suis presque sûr que ça serait positif. Probablement. Donc, ce vin-là, franchement, c'est une belle découverte. Moi, je vais m'en recommander. Puis, je vais me commander son grand vin aussi, son grand pinot. Puis, Moi, je avec, vais le garder. Ça vaut la peine, tu sais. Puis, un domaine à découvrir. Nous autres, qu'on est des maniaques de vins canadiens, d'un océan à l'autre. C'est le fun d'avoir les vins de l'île de Vancouver. Éventuellement, Thomas, on parlera des vins de Nouvelle-Écosse. C'est vraiment cool, hein, quand même. On est au début, tu sais. On fait du vin, tu sais, sérieusement au Canada depuis peut-être 30 ou 40 ans avec des vinifera, puis avec des techniques européennes. C'est un jeune pays de production de vin, mais quand tu regardes la qualité ou le niveau où on est rendu, tu sais, tu dégustes des vins comme ça, puis tu te dis, wow, on n'a rien à envier, tu sais, à des vieux pays comme la France ou l'Italie, par exemple. oui, tu as raison. Et puis, en plus, tu vois, comme j'ai vu que Magda était là, Magdalena Kaiser, Ben oui, son papa a commencé une Skillen.
Et elle fait Tiny Batch Wines, c'est vin à elle. Elle travaille pour le Wine Marketing Board of Ontario. Mais je veux dire que on a... Donc, son papa était au début de la chose. Mais moi, je Exact. suis plus d'accord avec toi que le début est maintenant. Maintenant, on a une masse critique partout au pays pour faire le lift-off pour que les gens d'ailleurs, au moins que nous faisons attention. N'oublions Absolument. jamais qu'avec 7,5 millions de Québécois qui boivent, qui sirotent tous les bons vins de partout, qui viennent à la SAC, un public très, très, très averti au Québec et aussi en Ontario, 8 millions et quelques, avec un LCBO, un des plus grands acheteurs du monde. On est Oui. très, très choyé par le choix dans ces deux provinces-là. C'est pareil, comme j'ai dit auparavant, à Londres, où vous avez tous les vins du monde et des nouveaux vins English qui sont des vins de terroir, notamment dans le style champenois, sur la même bouteille que la Champagne Oui. à Dover, proche de Dover. Là, tu as du mal à percer le marché parce que tellement il y a l'engouement et la présence des vins d'ailleurs. Et il se peut que ce soit que je bois une Chianti, c'est mon droit, ou un vin de Vancouver Island. Mais il faut qu'on pousse pour vite faire découvrir ces terroirs, tu sais. Ouais, Alors, puis si je peux me permettre, là, si un des bons côtés, malheureusement, à la crise à laquelle on vit, pour les consommateurs en général, autant en Ontario qu'au Québec, c'est que les gens ont un engouement pour découvrir encore plus les vins locaux. Mais quand on parle de vin local, ben, tu sais, c'est ça, l'Ontario, le Québec. Bon, quand on regarde Vancouver, c'est aussi loin que, par exemple, la France, presque, ou la même chose, tu sais. Mais ça reste que c'est dans notre pays, puis c'est local. Puis je pense qu'on est au début d'une nouvelle ère, une nouvelle façon de travailler. On souhaite tous un jour qu'on pourra commander des vins de partout à travers le Canada, qu'il n'y aura pas de frontières pour ce qui est de nos produits locaux, de ce qui est nos vins. C'est notre souhait le plus cher. Je sais que tu m'as parlé il n'y a pas longtemps qu'au niveau de l'Ontario, vous êtes ouvert à recevoir des vins de partout au Canada. oui, En livraison directe, je veux dire. ouais, c'est le moment d'acheter les vins sans frais de livraison, c'est sûr. Il faut y aller parce que personne a leur boutique de vin ouverte. Louis, tu es parti là, je Ouais, pense. je ne sais pas si qu'est-ce Ah, qui arrive. mais le Zoom La fonctionne connexion est toujours, perdue. Louis. OK. On va, Anyway, t'es revenu, Louis. OK. Bon, parfait. Salut, Thomas. Un petit Salut. problème de communication. Euh, Écoute, c'est ça, c'est le moment de découvrir nos vins, puis c'est le moment de, avec tous les envois qu'on fait, commander des vins canadiens de tous les producteurs par Internet. Il y en a des centaines, puis c'est le fun de les découvrir. Moi, j'attendais cette opportunité-là depuis longtemps, puis finalement, ça s'est concrétisé. Donc, Thomas, est-ce que tu avais un autre Pinot Noir à nous recommander aujourd'hui? Ou que tu Oui, voulais nous c'est déguster? parce que, regarde, je voyais pas la suite, mais je viens de penser à la suite. Yarra Valley. Comment déguster et pourquoi déguster Yarra Valley après? Quand tu me vois aller par ici, c'est parce que je montrais à l'écran Zoom ce qu'on fait. Ben oui. Parce que Zoom nous regarde, mais je regarde toujours Instagram, moi. Fait que, Ouais. hello Zoom. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner notre Zoom. En tout cas, c'est une expérience qu'on fait. On filme avec deux systèmes, deux caméras. Moi, je regarde pas pantoute Zoom, mais je sais pas qu'est-ce que ça va donner. On va voir qu'est-ce que ça a l'air plus tard. Ouais. Donc, Giant Steps, Pinot Noir. Je comprends que tu voulais faire 2 Pinot Noirs de région fraîche. Exactement. Et je te laisse déguster. Je vais parler un coup. Et puis, Louis, ça serait le fun. Si on est d'accord ou si on dit le même truc. Moi, j'ai déjà dégusté pendant que toi, tu parlais. Alors, je vous donne un peu d'histoire, OK? Ben, vous n'avez pas besoin, peut-être vous qui nous écoutez, c'est des amateurs de vin. Mais l'Australie, on pense que, tu sais, on sait que Tasmanie, c'est un des places les plus frais
fraîche, mais aussi Victoria, province, que vous avez la Mornington Peninsula, que vous avez aussi la Yarra Valley. C'est super fait. Et je me souviens que jeune dans mon développement, j'avais entendu un mythique James Halliday, qui était collectionneur de vin, écrivain et vigneron sur Coldstream Hills. Quand ça arrivait au Québec la première fois, je me suis permis d'aller à Rockland, la SAQ Rockland. J'ai acheté 2 bouteilles, c'était bien cher. Et puis, je te dis, c'était comme genre 35 $. Et moi, j'achetais des vins autour de 13 $ à cette époque-là. Mais j'ai acheté ça, c'était fort bien. Mais James Halliday avait développé une culture que je n'ai jamais rencontrée. Grand ami de Pascal Marchand, le Québécois, vivait pas loin de lui, en Bourgogne, à Montpellier, quand Pascal y était, parce qu'il est grand amateur de la Bourgogne, collectionneur de la Bourgogne. Il faisait des grandes dégustations pour former des winemakers du Yarra Valley, de Mornington, etc. Et donc, grand bonhomme, toujours vivant et jeune. Et un de ses premiers winemakers, c'est un monsieur qui vit juste au-dessus de Hidden Bench dont on parle. Tu parlais de Locust Lane. Moi, je suis au Batcave de Bachelder actuellement, je ne l'ai pas dit, sur Locust Lane. Et plus haut, c'est Fielding Estates. Et tu fais le coin et c'est Angels Gate. Donc, Phil Dowell et Meg Dowell de Angels Gate était le premier winemaker. Après, on a parlé de Magdalena Kaiser, qui a remplacé Carl Kaiser quand lui a pris sa retraite à Inniskillen. Donc, le deuxième winemaker, deuxième génération. Par la suite, il est retourné en Orange, il est revenu ici pour faire Angels Gate. Mais ses débuts étaient avec James Halliday de Coldstream Hills. Alors, les grandes wineries du Yarra Valley, pas les grands, mais les grands qu'on a vus au Québec et en Ontario, Coldstream Hills, Yering Station, de Bortali, Mount Mary et Giant Steps. Je vous montre ça, OK, parce que c'est des fois dur à dire. Bonjour, Zoom. Alors, il y a beaucoup de wineries dans le Yarra Valley, mais ils sont pas tout est bu là parce que c'est du climat septentrional, on peut pas le dire, mais cool climate en Australie. Fait que, qu'est-ce que tu en penses, Louis? Ben, honnêtement, là, je suis vraiment surpris. Pour un vin d'Australie, c'est très frais, très élégant. Moi, je trouve que il y a ce caractère-là qui est très sanguin. Caractère sanguin qui fait penser un peu, encore une fois, à un côté betterave, mais un côté genre boudin noir, un côté viandeux, qui est vraiment intéressant. C'est du pinot que tu peux consommer facilement, pas trop poussé. Honnêtement, c'est une belle découverte. C'est vraiment intéressant de découvrir ce terroir-là de Yarra Valley. Thomas, il nous reste 2 minutes. Donc, merci pour cette belle découverte-là, Giant Steps et Yarra Valley Pinot Noir 2018. Alors, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? On fait une autre dégustation là, pour sur une thématique? Oui, alors je vous dis que, juste une chose, encore, on est au niveau village un peu. Fait que c'est très bon. Et à l'aveugle, je ne sais pas où j'aurais été. Il y a une petite côté Montolé, peut-être j'aurais fait la gaffe de dire Chili. Et par cela, parce que je bosse en Chili, j'aurais dit Coastal Chili, très, très fin. Mais j'aurais eu tort, c'est différent. C'est différent. C'est différent. Puis, effectivement, je la vois, je l'aperçois, cette note herbacée-là, mentholée-là, qui ressemble à rien de ce que je connais au monde. C'est vraiment unique. C'est pas aussi eucalyptus que le Chili. C'est plus peut-être fin, le côté menthol, le côté peut-être herbe de Provence un peu. C'est pas une belle découverte, franchement. Un domaine que je vais suivre de près. Donc, en 30 secondes,
Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai hâte à refaire Wrestling Mania 2. J'ai hâte à faire des bulles folles parce que j'ai des bulles anglaises, j'ai des bulles québécoises, j'ai des bulles d'Ontario, Nouvelle-Écosse, sud d'Angleterre, comme je dis, et bien sûr Champagne. Osée de Marsanet contre Tavel. J'aimerais bien faire ça. Donc, 3 idées déjà. Il faut que le monde attende. On regarde ça cette semaine et on vous donne des nouvelles. Merci à tous d'avoir été là. Salut Thomas. Bon samedi soir à l'apéro avec Thomas et Louis. Hey, c'était. Fait que tu vas fermer l'apéro avec Thomas. Salut Louis. Hey, salut, on s'en parle. Hey, c'est ce qu'il faut. Il faut toujours faire ça. Tu sais pourquoi? Le 3e, 4e fois, on s'est zoomé après. Mais si on enregistre, on est déjà en train de zoomer. Ben oui, on zoome encore. Hey, on zoome, mon gars, tout le temps. Ah, mais c'est vraiment cool. Ben, c'est cool. Ben, aussi, t'es mieux de le faire sur 2 téléphones. Tu sais pourquoi? Parce que tes 2 images sont très proches. Tandis, sur Zoom, tu es flippé. Et, attends, sur... ouais, c'est ça. Non, Côte-Rougemont, je peux le lire sur ton truc, puis tu es à l'envers. Comment ça marche, là? Anyway, est-ce que sur Zoom, tu lis ça? Oui, ça, je te dis, je le vois droit. Oui, mais sur Instagram, pas. Quand tu checks l'Instagram, tu ne le vois pas. Okay. C'est l'envers. À l'envers, oui. Fait que, on revient à ton idée de trouver une moyenne, d'être calme, d'être live avec comme fondation, comme logiciel Zoom ou un truc comme Zoom, qui après Instagram Live, Facebook et tout. Tu sais? Et exact. Ce que je fais, je termine l'enregistrement et puis je te rappelle sur Zoom, OK? OK, ça marche. À tantôt. Salut. C'était bien. C'était cool.